caramel. Caramel mou. Caramel mou. Ainsi va le monde des affaires. La start-up française Zenly, spécialisée dans la géolocalisation, vient de lever, a-t-on appris dans la semaine, en bourse à New York, 22 millions de dollars, ce qui va lui permettre de développer, avec des techniciens américains, une application de géolocalisation devant réduire, paraît-il, l'imprécision des données de localisation. Le service gratuit donnera une position au mètre près dans le but de repérer au mieux les amis, les enfants, les employés en temps réel. Se retrouver dans la rue, dans un festival, sur la plage sera donc plus facile, super, youpi. C'est, paraît-il, moderne. Mais pourquoi plus de précision? Pourquoi accepter volontairement ce fil à la patte qui s'apparente à un véritable fliclage? Notre besoin de sécurité, notre bien-être sont-ils vraiment à ce prix? Car au-delà de l'aspect convivial et rassurant de ce service, cette application pourrait être un véritable et un formidable vecteur de contrôle social s'il tombait entre de mauvaises mains. Suivez mon regard, le temps où l'on se donnait rendez-vous au pied d'une statue, un journal à la main est définitivement terminé. Qui a dit « et c'est à mieux » Big Brother, et bien Big Brother est là et en plus on l'a vraiment choisi. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Ce soir il sera question de jazz et de littérature. Jazz avec Sylvie Castro qui viendra nous parler de la 30e édition de Jazz sur son 31, festival dédié au jazz et qui commence demain. Également présent dans notre petit studio kitchenette de la rue des Lois, Amaury Faye, jeune pianiste toulousain installé depuis peu à Bruxelles, qui joue ce soir au Mazad dans Initiative H, le petit big band de jazz progressif piloté par David Odrochi, Amaury Faye, qui sera également avec son trio à La Fabrique, la salle de concert de l'université Jean Jaurès, le jeudi 20 octobre à 12h45 dans le cadre justement de Jazz sur 131. Et puis nous évoquerons Traverser la Seine, le dernier roman de Didier Goupil qui vient de nous rejoindre. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Apollonius Abraham Schwarz, trio suisse venant de Lausanne, développe un répertoire plutôt sautillant, frénétique, entre mini-fanfare de village et free noise. Écriture au cordeau, rythmique plutôt bancale, les compositions de ce trio, sax, guitare, batterie, savent varier les climats entre orage et onirisme, épure et surcharge. Le dialogue dans ce trio est omniprésent, la place de chacun jamais la même. Il en résulte une impression de surprise, d'invention assez réjouissante. Il Diavoletto Epicuro, extrait du nouvel album d'Apollonius Abraham Schwarz, c'est Caramel Mou et c'est à mieux.
Sylvie Castro, bonsoir. Bonsoir. Donc Sylvie Castro, vous êtes la directrice du service art vivant du conseil départemental, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, une structure qui a pris la place de l'association ADA 31 qui était elle-même organisatrice de Jazz sur Son 31 jusqu'à il y a 2-3 ans. Jusqu'à l'année dernière. Voilà. Pourquoi ce changement de structure déjà d'entrée ? C'était une association, comme beaucoup d'associations de ce type, des délégations départementales qui existent dans tous les départements ou quasiment de France, avec des missions particulières de développement et d'accompagnement et d'aménagement culturel du territoire. Et la volonté a été d'intégrer l'ADA puisqu'elle développait déjà des missions qui étaient, on va dire, intrinsèquement liées à la collectivité. Et à donc, la politique départementale. Et la politique départementale. Et donc en intégrant tout le personnel, en intégrant ces missions, nous sommes devenus la direction des arts vivants. Bon, ça c'est un petit détail dans l'histoire de Jazz sur Son 31 qui fête cette année ses 30 ans. Oui. Premier numéro du festival en 1987. C'est ça. Je me souviens d'un concert de Miles Davis électrique à ce qui était encore le Palais des Sports de Toulouse, émouvant parce que c'était Miles Davis. Le son, j'en garde pas un très bon souvenir, surtout que ce jour-là, il était venu avec beaucoup d'électricité et que le Palais des Sports à l'époque le supportait pas trop. C'est vrai qu'il y avait eu un début en fanfare pour ce festival. Dans quelles conditions ce Jazz sur Son 31 a-t-il été monté et fondé ? Celui des 30 ans ? Oui, puis voilà le principe la de première base. Édition avec Philippe Léauger, le représentant de l'ADA, le chargé de production historique qui est Gilbert Vienne, malgré tout, voilà, il faudra en parler puisqu'il est encore dans l'équipe aussi avec Philippe. C'est une volonté qui correspondait effectivement à une carence dans le territoire. Effectivement, il n'existait aucun événement de jazz, aucune structure jazz il y a 30 ans dans le territoire. On verra cette année musicale qui fête ses 30 ans. On est vraiment dans une symbiose au niveau de tout ce qui a commencé à émerger en jazz dans la région. Et étonnamment, il y avait peu de structures, j'allais dire, institutionnelles. Par contre, il y avait plein de clubs. C'est ça. Et qui ont disparu depuis, On d'ailleurs. se retrouve 30 ans plus tard avec effectivement des institutions qui portent cette musique. Je pense au conservatoire, je pense à la fac du Mirail, Jean Jaurès, qui, avec sa section musicologie, fait beaucoup pour l'enseignement de haut niveau du jazz à Toulouse. Musical, vous le disiez il y a 2 minutes, qui depuis 30 ans fait un travail essentiel et puis a permis aussi de fixer toute une génération de musiciens à Toulouse. Mais par contre, les clubs ont complètement disparu. Oui, je trouve que c'est une analyse qui est intéressante en même temps parce que ça veut dire que le service public ou les structures institutionnalisées se sont emparées aussi d'une dynamique locale et donc ont permis de fixer aussi des choses. Alors après, voilà, réinventer des clubs, c'est encore une autre histoire, mais on en parlera peut-être dans le cadre de Jazz sur 131 puisqu'on essaie de quelques formules dans ce sens. Et on peut peut-être en parler même tout de suite. C'est vrai qu'on assiste depuis une quinzaine de jours à la réouverture du mandala. Ça devient le taquin. Est-ce que le conseil départemental a été partie prenante de cette réouverture ? Non, nous n'avons pas été sollicités directement, mais nous travaillons avec l'association Mandala Bouge, puisqu'ils sont d'ailleurs partenaires de cette édition du festival, sur 2 leçons de jazz que nous avons programmées dans les quartiers toulousains, justement avec un DJ qui viendra faire justement cette passerelle entre DJ, lecture, culture urbaine et jazz. Oui, et puis peut-être on ne va pas perdre tout le monde, mais l'association Mandala Bouge n'a plus rien à voir avec le taquin. C'est vrai que là, c'est 2 structures complètement différentes. Le taquin, nouvelle équipe avec une nouvelle politique de programmation. Mandala Bouge, les gens qui portaient la programmation du mandala jusqu'à il y a peu et qui essaient de continuer à porter cette programmation depuis 2 ans et qui continuent effectivement à faire des concerts une fois par mois et des leçons de jazz aussi une fois par mois. Par rapport à cette programmation, dont 30 ans, c'est quand même pas rien pour un festival qui a vu passer quand même pas mal de grands cadors du jazz international. C'est vrai que petit à petit, on s'aperçoit que Jazz sur 131, de nouveau sous la férule de Philippe Léauger, qui à un moment donné en est parti et qui est revenu il y a 6-7 ans, de plus en plus s'ouvre sur la nouvelle génération du jazz, quel que soit le style. On écoute toujours plein de choses différentes
d'un jazz sur 131, mais peut-être avec moins de cadors et sans doute plus d'ouverture sur des nouveaux groupes, des nouveaux artistes. Oui, c'est une vraie commande de la collectivité, d'avoir vraiment une programmation qui soit accessible au plus grand nombre, et donc de ce fait ouvrir le jazz et ses influences, ouvrir le jazz et ses couleurs différentes. Donc on retrouvera, c'est une programmation qui est riche à la fois de ses couleurs, mais Philippe Léoger viendra en parler au micro, certainement bien mieux que moi. La semaine prochaine, il sera à votre place. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est clair dans la commande institutionnelle, c'est vraiment de rendre cette manifestation phare du département accessible au plus grand nombre. On le verra aussi par la tarification et par les différentes propositions. Voilà. En quoi la création de Jazz sur 131 était-il un signe de la politique culturelle en matière de musique du département ? Il y a 30 ans. Oui. C'était... Je suppose que ça l'est toujours, donc on va commencer dans 30 ans et on va voir l'évolution. Alors, je n'y étais pas il y a 30 ans, mais je suis arrivée il y a 26 ans, donc j'ai un petit peu d'histoire. C'est le fait d'avoir un événement phare permet de recentrer autour de cet événement toutes les énergies et les partenariats possibles. Et c'est un engagement collectif et collaboratif qui peut aussi s'inscrire dans une politique culturelle. Donc ça l'était il y a 30 ans et ça l'est encore plus aujourd'hui, puisque justement cette 30e édition a ouvert des partenariats qui étaient peut-être un peu moins on va dire dans le vent il y a 2-3 ans. Avec des choses qui en ont découlé, comme 31 Notes d'été, le festival du département qui... Non, ça n'a rien à voir. C'est une histoire différente. 31 Notes d'été vient d'un partenariat avec les offices du tourisme qui existait depuis 30 ans aussi, mais qui proposait des spectacles de folklore. Donc il a fallu réfléchir à une autre proposition, et on fêtera d'ailleurs les 20 ans de 31 Notes d'été l'année prochaine. Cet été, voilà. l'été prochain. L'été prochain. Au niveau de Jazz sur 131, vous avez inauguré il y a 6-7 ans les concerts dans la cour du conseil départemental sous chapiteau. C'est des choses qui perdurent, ça ? Oui. Oui. Et puis avec une politique là pour le coup tarifaire voilà, exemplaire, parce qu'on va dire à 5 euros voir des artistes comme Boyan Z, Relema. Exactement. 5 euros, c'est une tarification que l'on retrouvera difficilement ailleurs, dans un cadre de club, parce que c'est aussi la magie de cet espace, un Magic Mirror Autumn Club baptisé Jazz sur 131. C'est vraiment une volonté de rendre encore une fois accessible dans, on va dire, dans le territoire toulousain, la programmation du festival. En disant que ça, c'est aussi à l'initiative de Gilbert Vienne, vous en parliez tout à l'heure, et de Philippe Léoger, de pouvoir recréer cette ambiance de club avec, pour le coup, des musiciens américains qu'on connaît quasiment pas, qui font les belles soirées du jazz aux États-Unis, mais qu'on connaît quasiment pas à Toulouse, et ces soirées qui ont permis de très belles découvertes. Oui, ça c'est tout le travail, la magie du travail de Philippe, avec la collaboration de Gilbert sur la production et de Muriel Fabre. Donc c'est vraiment et traversé par toute la direction des arts vivants, parce qu'en fait on pourra le voir, toute l'équipe de la DAV, qui est constituée de 15 personnes, est amenée à travailler sur le festival, sur les différentes actions. C'est vrai que la programmation est vraiment marquée par l'histoire de Philippe et de ses parcours, de ses rencontres aussi, puisqu'il va à New York chercher les musiciens. On aura 2 soirées Small Dive du club new-yorkais. Donc voilà, il est dans cette démarche-là d'être aussi dans des propositions de renouvellement musical. Avec des concerts. Après, avec les jeunes. Voilà, on en parlera dans 5 minutes avec Amaury. Avec des concerts, il faut le dire tout de suite, qui sont quasiment pleins. Les gens qui voudraient voir Gregory Porter, c'est déjà terminé. Complet, voilà. J'ai cru entendre que Relema, c'était quasiment fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. On a beaucoup de... Alors, ça a été une surprise pour toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on a ouvert le point info physique avec 13 ou 14 concerts déjà complets. Donc voilà, c'est peut-être les 30 ans, une programmation aussi qui plaît, et voilà, une accessibilité, quoi. Oui, et puis c'est vrai que on le disait tout à l'heure, il y a de moins en moins d'occasions de voir du jazz à Toulouse, hormis un petit club sur des petits lieux. Je pense à l'Impro. Le Taquin, ils ont un peu poussé
pousser les murs. La jauge est un peu plus importante, mais au-delà de 110 personnes, ils arrêteront de faire rentrer le public. C'est vrai qu'on a de moins en moins l'occasion de voir des concerts comme ceux qu'on va voir à Jazz sur 131 pendant la quinzaine qui arrivent, hormis au 10 Sud pendant l'année, il y en a 4 ou 5, la salle bleue, il y en a encore quelques-uns, la salle Nougaro, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment l'occasion pendant ces 15 jours de se gaver en se disant qu'une fois qu'on se sera gavé pendant 15 jours de jazz, j'allais dire Main Street, on fera Bernic jusqu'à l'année prochaine. Et il restera plus que ce qui est quand même assez paradoxal à Toulouse. À partir de là, c'est les associations un peu pointues qui prennent la suite et qui font découvrir, là pour le coup, une nouvelle approche du jazz avec des musiques qui viennent des musiques improvisées, du rock, de l'électricité, dans des petits lieux. Et là, pendant 10 mois, on a autre chose. Ouais, c'est sûr. Il faut un espace pour chacun. Oui, je pense aussi. En se disant que Philippe Léauger, l'année dernière, à ce micro, nous disait que sa volonté aussi, c'était d'incorporer petit à petit cette frange de jazz-là, et qu'il fait réellement. Oui, parce que déjà, outre la semaine de jazz français, les soirées qui sont proposées, il est en train de voir à renouer ou à lancer de nouveaux partenariats avec les structures qui font une programmation. On pense peut-être au Théâtre du Pavé, au Pavé dans le jazz, voilà, qui est sur une programmation peut-être plus pointue, et vers laquelle on peut tout à fait envisager une passerelle. Voilà, il y a un archer dans le Yucca, pour les citer, il y en a quand même pas beaucoup, donc c'est vrai que c'est... Et puis Moraison Production qui continue à faire aussi un travail assez important sur ce style de musique. Donc Jazz sur 31, ça commence demain. C'est ça. Ça se termine dans 15 jours, donc ça doit être le 23. Voilà, le 23. Là, on verra Réléma, j'en parlais tout à l'heure, on verra Grégory Porter, on verra Mahalouf, qui est quand même l'explosion jazz hexagonale depuis ces 2 dernières années, avec au moins sur certaines productions qu'il a pu faire avec des musiciens et des musiciennes comme Natacha Atlas, un jazz qui s'est énormément orientalisé, et c'est peut-être le côté très intéressant chez Mahalouf. Voilà, avec la jeune garde aussi du jazz toulousain, XXL, qu'on va pouvoir revoir avec vraiment un grand plaisir, surtout qu'en ce moment la formation est en train un peu d'exploser, les filles qui la forment partant un peu partout aux 4 coins de l'Hexagone. Enfin, il y en a quelques-unes quand même qui partent à Paris, donc un point bien central de l'Hexagone. Donc voilà, avec des formations toulousaines qui vont pouvoir passer. L'originalité de Jazz sur 131, c'est que c'est l'occasion pour elles, pour ces formations, d'accéder à des conditions, j'allais dire, correctes de diffusion, ce qui n'est pas toujours le cas pour elles dans l'année. Oui, puis c'est vrai que ce que l'on a créé là, c'est l'idée, déjà d'une part, effectivement, de créer un espace pour que les artistes de la région puissent présenter leur travail, et ensuite donner l'occasion aux personnes qui sont plutôt en milieu rural de découvrir le jazz sous des formes assez variées et diverses, mais dans un cadre aménagé en concert-club. Et c'est ce qui permet aussi de se dire, on vient à la découverte d'une musique qu'on ne connaît pas, qui est peut-être pas si facile que ça, voilà, parce qu'on a beaucoup d'a priori quand même sur le jazz, qui reste encore très dans une reconnaissance élitiste et non pas accessible, donc il faut travailler encore tout ça. Et donc c'est vrai que ces concerts-clubs en milieu rural facilitent cette rencontre-là, puisqu'on aménage des tables avec bougies, voilà, on met tout le monde dans une boîte noire et tout le monde ressort de là plutôt enchanté de cette rencontre. Après, il faudra quand même diffuser un jour l'idée que la musique, ça s'écoute d'abord. Si on a envie d'en savoir un peu plus, il y a des endroits pour, mais enfin, d'abord, ça s'écoute. Et qu'il n'y a aucune raison de penser que le jazz est plus compliqué que le rock ou les musiques folkloriques. Mais bon, un point fort pour vous dans cette programmation? Point fort, qu'est-ce qu'on reste? Alors, je serai vraiment à l'encontre peut-être de ce que va dire Philippe l'année prochaine, la semaine prochaine. L'accès de Grégory Porter à 10 € pour le public, c'est quand même quelque chose qui a été fortement marqué, qui a fortement marqué cette programmation. Et je pense toutes ces actions de sensibilisation que nous avons développées, puisque demain, nous démarrons avec une action en direction des écoles de musique du département, avec 8 établissements qui ont répondu, d'écoles de musique de tout le département
justement qui ont répondu présent en présentant une petite formation qui va jouer du jazz. Et donc, voilà, tout ça, c'est une première. Un autre coup de projecteur, ce sont les amateurs du conseil départemental qui vont aussi jouer entre midi et 2, donc voilà, devant le public, à l'Automne Club, dans des conditions professionnelles. Donc, c'est aussi favoriser la rencontre amateur et professionnelle. Et je crois que cette 30e édition prend la couleur d'une fête collective. Bon, ben, très bien. On va peut-être en rester là pour le moment. On va écouter de la musique tout de suite. Chucho Valdés, donc, qui sera dans le cadre de Jazz sur 131 lundi prochain. Lundi soir à Audi Sud. À Audi Sud. Là, il reste encore des places, mais peut-être pas... je pense pas. Ah, c'est complet. C'est déjà fini. C'est complet. Et bien, donc, Chucho Valdés, il ne vous reste plus qu'à l'écouter tout de suite dans Caramel Mou, Radio Campus. Chucho Valdés en quartet. C'est à peu près la formation qui sera celle d'Audi Sud ce lundi. Si vous n'avez pas vos places, allez voir si des fois devant la porte il n'y a pas quelqu'un qui en vend une ou deux. Voilà, Chucho Valdés tout de suite dans Caramel Mou. Voilà, Chucho Valdés, piano cubain. Et on va continuer avec un autre pianiste, Amaury Faye. Bonjour. Bonjour. Amaury Faye, double actualité. D'abord celle de Jazz sur 131, je le disais en début d'émission. On vous verra du côté de la Fac du Mirail aux alentours du 20 octobre. C'est ça, à 12h45 voilà, à la Fabrique. 12h45, juste après le resto universitaire. Une fois qu'on se sera gavé de faillots et de riz, on viendra écouter de la musique. Quoi, Sylvie Castro, la nourriture a changé aux rues? Je sais pas, moi, j'y suis pas allé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une expérience. Il y a bien trop longtemps.
Je pense que ça s'est pas amélioré. Enfin, si je crois l'expérience d'il y a une quinzaine. Donc, la salle de concert de la Fac du Mirail, là, vous y serez en trio. Exactement. Mais on va peut-être parler de l'actualité la plus proche pour vous, c'est-à-dire ce soir. Ce soir, c'est au Mazad, avec Initiative H, oui. Donc la formation de David Odrechy, sur le programme sorti l'an dernier sur album. Voilà, Dark Wave. Ce sera donc là, on va jouer la suite de Dark Wave. Et puis, ce sera aussi avec l'artiste Romain Cartier, donc qui est multidisciplinaire. Et là, voilà, il fera de la vidéo, donc ce sera Vidging plus Initiative H. Comment vous êtes rentré dans cette formation ? Parce que quand on vous écoute dans Initiative H et quand on vous écoute en concert, en trio, l'univers est complètement différent. Alors en fait, David, je l'avais rencontré il y a longtemps quand moi j'étais... justement, je suis rentré à Musical. Donc, comme beaucoup de musiciens toulousains. À un moment donné, le parcours, c'est conservatoire, la fac et musical. Il y en a toujours 2 des 3. Alors j'ai fait les 3. Oui, donc je l'avais rencontré une première fois là-bas, donc on se connaissait un peu et puis on s'est recroisés régulièrement. Et en fait, j'ai intégré... sa classe de jazz au conservatoire de Montauban. Et en fait, dès la première année, il montait ce projet. Il avait en tête Laurent Coulondre à l'époque, qui était un peu mon mentor. On était beaucoup en contact. Donc en fait, il m'avait recommandé en second musicien. Et puis finalement, Laurent étant déjà parti sur Paris, j'ai intégré le groupe et David m'a dit écoute, tu restes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre. Avec un programme, je le disais en début d'émission, qui est plutôt sur ce qu'on appelait quand j'étais jeune, ça fait bien longtemps, du rock progressif, dans cette espèce de mélange entre l'univers du jazz et les sonorités qui venaient là du rock, très, très électrique. Oui, en fait, je pense que David a rassembler un peu toutes ces influences en allant chercher vraiment des courants différents et en réussissant à les mettre ensemble. Donc en fait, il y a du rock progressif, il y a du jazz, il y a de la musique contemporaine, de la musique classique. Et tout ça, c'est son parcours à lui. Je pense que c'est une sorte de résumé aussi, quoi. Et avec des arrangements assez brillants. Donc ça, c'est écoutable ce soir au Mazad à partir de 20h30. Donc la nouveauté pour les gens qui auraient déjà vu Initiative H sur ce programme, c'est qu'effectivement, il y aura donc un vidéaste qui projettera des images en même temps qu'aura lieu le concert. Voilà, et on a vu ça là pendant la résidence et ça a un bel effet, quoi. Ça le fait. Ouais. Donc parlons un peu de vous maintenant avec votre projet. Donc un trio. D'abord, la musique, c'est arrivé comment pour vous ? J'étais tout gamin. Je suppose, oui, que le piano, ça s'apprend pas en 2 ans. C'est ça. Et alors il y avait un vieux piano chez moi et en fait je me suis mis à jouer dessus et ma mère a trouvé un professeur qui habitait du côté de Limoux et c'était une annonce dans le journal. Enfin, c'était vraiment un mec qui sortait de nulle part. Et en fait, ce mec-là, je l'ai gardé pendant 9 ans. Il m'a appris... en fait, c'est lui qui m'a fait basculer du côté obscur. C'est quoi le côté obscur ? C'est le jazz ? C'est exactement, c'est ça. Ça a commencé au début, je supportais pas le jazz les 2-3 premières années, donc il m'a fait apprendre du ragtime. J'ai passé 4 ou 5 ans à faire du ragtime. Je voulais devenir pianiste de saloon, je crois que ça existait encore à l'époque. Et puis petit à petit, le jazz est arrivé, donc voilà. Et puis une année, il pouvait plus venir, donc je suis passé... Voilà, j'ai trouvé Musical, j'ai fait 2 ans là-bas. La fac de Jean Jaurès derrière, 3 ans de musicologie, puis le conservatoire. Quand vous disiez du ragtime, ça veut dire qu'aux alentours de 12 ans, vous rêviez d'être Jelly Roll Morton, alors voilà. Que la plupart des gens dans la cour pensaient à Beyoncé et à Michael Jackson. C'est ça, cruelle désillusion. Ouais. Ça doit faire assez drôle dans les cours de récré. Mais ça m'arrive, je continue à en jouer régulièrement. Il y a un album que j'écoute tout le temps, c'est l'album de Claude Bolling qui s'appelle Original Ragtime, et je crois que pour moi c'est le meilleur album de ragtime qui a jamais été enregistré. Voilà. Donc, c'est quand même le grand écart, parce que c'est quand même des influences qu'on entend peu dans votre musique, par exemple le ragtime. Et en fait, après j'ai remonté petit à petit le cours, on va dire, mais mes goûts ont évolué en fait en même temps que l'histoire du jazz a évolué. Donc je suis passé, j'ai découvert le stride, ensuite Armstrong, Ellington, après il y a eu Miles Davis, Oscar Peterson. Ça a été une grande, pendant un moment c'était un peu l'espèce d'ombre planante sur moi. J'étais obsédé par sa musique. Et puis c'est quoi qui peut obséder comme ça dans la musique de Peterson?
cette espèce de... déjà, son swing, le time qu'il a, la précision, la clarté de sa musique et en même temps l'incroyable virtuosité, mais encore une fois au service de la musique. On pense pas de la performance quand on le voit jouer. Moi, je vois, même si c'est quasiment injouable ce qu'il fait, il y a toute une histoire, et puis voilà, il raconte une vraie histoire et je suis pris de A à Z, quoi. Je décroche pas et voilà, il y a ce swing contagieux, en fait, il joue comme il est, quoi. C'est incroyable. Le trio que vous avez monté, le projet musical, c'était quoi là ? Alors au début, c'était justement, en fait, ce trio a commencé sous un autre nom, ça s'appelait Big Mo Trio. C'était avec le même contrebassiste, Louis Navarro, et un batteur qui s'appelle Pierre Ardrey. Et à ce moment-là, on était encore influencé, justement, j'étais très influencé par Oscar Peterson, donc ça s'appelait Big Mo Trio. Et puis voilà, j'ai évolué, j'ai eu des retours et j'ai compris aussi que c'était peut-être une part qu'il fallait, je vais pas dire abandonner, mais il fallait tourner la page. C'est plus des choses qui se font aujourd'hui et si on veut plus être comparé à Peterson, il fallait peut-être que je commence à créer quelque chose de plus personnel. Et donc j'ai découvert des artistes plus modernes jusqu'à ce que j'arrive sur Brad Meldo, Aaron Parks, tous les artistes de la scène new-yorkaise actuelle. Et voilà, donc entre-temps, il y a eu de nouvelles expériences et maintenant le projet, c'est vraiment de développer... J'oublie pas toute cette tradition que j'ai accumulée. Oui, qui vous a nourri. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que cette musique est beaucoup plus influencée. C'est plus la partie américaine, en fait. Il y a beaucoup moins de musique européenne dans ce que je fais. Maintenant, j'essaie aussi d'apporter ma touche. Donc, en fait, je prends ce qui m'a influencé et j'essaie de l'amener encore ailleurs, à ma façon. Avec quand même une tradition du trio qui est aussi vieille que le jazz, pour apporter des choses nouvelles dans cette forme, ça doit être assez compliqué. Oui, alors ça a été, pendant quelques années, c'était le complexe que j'avais. Alors, c'était pas, je prenais pas de risque puisque je m'exposais pas. J'étais beaucoup dans les études encore, mais je faisais mes expériences et le complexe, c'était effectivement de se dire bon, faut que tu joues quelque chose qui te plaît, faut que ce soit créatif et en fait et que ça sonne pas comme les autres. Voilà, et en fait au bout d'un moment il y a 2 ans là à Boston, un ami m'a dit j'ai l'impression que tu vas là, tu dis non mais c'est pas ce qu'il faut faire, puis tu vas là et puis après tu y reviens et tu fais que des allers-retours et tu sais jamais ce que tu veux faire. Et il m'a dit tu t'en fous, fais ton truc. Et en fait j'ai l'impression que depuis que je m'en fiche, les choses sont plus naturelles. Donc à la fois j'ai une direction artistique et en même temps j'essaie maintenant d'avoir ce côté instinctif. Vous venez de le dire, vous êtes parti en 2014 à Boston, à la Berklee School of Music. Si je me souviens bien, vous avez eu un prix là-bas, ce qui est quand même oui, c'était assez. C'est arrivé vers la fin de l'année, donc c'était ça récompensait vraiment les efforts que j'avais fait dans l'année, mais c'était inattendu. Ils appellent ça le Berklee Jazz Performance Award, et c'est le meilleur élève de la saison. En fait, ouais, pour les pianistes, parce qu'après il y a toute une flopée de prix pour chaque instrumentiste. Donc ouais, pour le piano, c'était. L'expérience à Berklee, qui est quand même l'école de musique jazz. Je vais dire que c'était un vortex temporel. J'ai l'impression d'avoir passé 2 semaines là-bas, alors j'ai passé 1 an, mais c'est parce que je travaillais. Je passais. Entre les cours, dès que j'avais pas cours, j'allais dans... En fait, à Berklee, il y a un truc très connu, c'est des immeubles qui sont uniquement constitués de petits box de pratique. C'est des pièces de 3 mètres carrés avec juste un piano ou une batterie. Et donc, quand on n'a pas cours, on va bosser là-bas. Et donc, en fait, j'ai très peu vu du pays pendant 1 an. J'ai fait que jammer avec les musiciens la nuit, et la journée, j'allais en cours et je faisais Donc peu de sommeil et peu de tourisme, on va dire. Mais c'était incroyable. Sylvie Castro nous disait tout à l'heure que une des lignes éditoriales du festival, c'est de recréer l'ambiance club new-yorkais à Toulouse, en faisant venir aussi des musiciens américains. La vie de club à Boston, c'est quoi ? C'est aussi frénétique qu'on veut bien le dire ? C'est frénétique complètement. Il y a un petit jazz club mythique à côté de Berklee qui s'appelle le Wallis Café. Et donc là, c'est vraiment l'ambiance où c'est une cave. Et voilà, il y a juste un bar et il y a une scène au fond. Et par contre, il y a tous les étudiants qui viennent jammer, sessionner. Et là, tu vois des mecs incroyables. Ouais. Une des originalités de votre jeu, c'est que vous alternez Fender Rhodes piano électrique et piano classique. Alors ça, ce serait pour Initiative H. Ouais. Pour le trio, j'ai vraiment choisi l'acoustique. C'est vraiment acoustique, voilà. Totalement. Alors peut-être un jour. Il y aura des choses, mais pour l'instant, je veux vraiment développer. C'est un peu une des, à la fois contrainte et en même temps, c'est le challenge, c'est d'amener quelque chose de nouveau, juste avec un trio acoustique. Donc.
Bruxelles, pourquoi être parti en Belgique? Plusieurs. Alors il y avait, il y a une raison sentimentale puisque voilà. Celle-là, il n'y a pas besoin de la développer. C'est ça. On comprend ce que ça veut dire. C'est souvent. Et puis en dehors de ça, c'est vrai que je me suis posé la question, revenir, en général le passage obligé si on veut continuer dans les capitales, c'est Paris. Mais bon, Bruxelles, en fait, j'ai découvert une communauté incroyable avec des gens d'une simplicité extraordinaire. Et en fait, c'est aussi la volonté de continuer à être dans un autre pays, de découvrir d'autres choses. Je reviendrai forcément en France un moment, mais pour l'instant, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, faire des nouveaux réseaux, rencontrer de nouveaux musiciens. Et Bruxelles, ça a ça. Et puis géographiquement, c'est parfait puisqu'on est à 2 heures de toutes les capitales. Très bien. Vous nous avez amené le CD que vous avez fait sortir l'année dernière. Alors ça, c'est en fait, c'est un CD de promotion. Il a jamais été sorti officiellement. Même à la sortie des concerts, vous le vendez pas celui-là? Non, on n'est pas trop. On va dire, on n'a pas fait de démarche pour ça. Le morceau que l'on va passer là, vous nous en dites 2 mots? Alors il s'appelle Journey to the East Coast et c'est un des morceaux que j'ai composé quand j'étais en fait dans ma tête encore à Boston, c'est-à-dire que je l'ai composé en rentrant, mais je sais pas, j'avais besoin de résumer un peu toute cette sensation, le peu que j'ai vu du pays puisque je passais beaucoup de temps à travailler. Quand j'allais souvent à New York, je voyais la ville, tout ça, donc c'est un condensé de tout ça, de journée, le voyage sur la côte Est. Très bien, on écoute ça tout de suite. Donc Amorify, ce soir avec Initiative H, donc au Mazad, à partir de 20h30. Et puis on le retrouve le 20 octobre prochain à la fac Jean Jaurès, à la Fabrique, la salle de concert de cette université-là. Amorify, tout de suite dans Caramel Mou, c'est parti.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, je le redis, Amaury Faye, dans le cadre de Jazz sur 131, le 20 octobre prochain à 12h45 à la Fac du Mirail à la Fabrique. Et puis ce soir au Mazad avec la formation de David Odrochi, Initiative H. Deux univers complètement différents qui vous donneront aussi l'occasion de comprendre les univers aussi éclectiques que peut développer ce jeune pianiste que l'on a appris à connaître à Toulouse depuis ces 3-4 dernières années. Voilà, jingle et on passe à la suite. Mesdames, messieurs, Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel mou. Et la suite, c'est le dernier livre de Didier Goupil. Didier Goupil qui vient avec donc son dernier, j'allais dire, roman court pour le coup. Oui, ouais. oui, c'est dans, effectivement, bonsoir, c'est dans la veine des textes un peu elliptiques, qui vont quand même lorgner vers la poésie, vers le silence et vers la poésie. Qui fait suite à un de vos précédents romans, Femme du Monde, qui racontait l'histoire de Madame qui traversait le siècle avec drame et joie. On la voyait traverser l'univers des clubs de jazz des années 20, mais aussi les délires dictatoriaux du XXe siècle, notamment le nazisme. Et on la retrouve là 15 ans après. Presque inchangée. Et elle va mourir. Voilà, tout à fait. Non, effectivement, c'est la première fois que l'expérience m'arrive. Il arrive parfois, et c'est arrivé avec Madame, que les personnages ne vous quittent pas, qu'ils continuent à vivre en vous. D'abord parce que le livre, le personnage a une certaine aura et que les gens vous en parlent, que des comédiennes s'en emparent et le lisent, que le livre est traduit ou réédité. Donc il y a une sorte comme ça de permanence qui fait que le personnage ne vous quitte pas et reste en vous. Et puis surtout avec Madame, il y avait Madame, c'est une sorte d'allégorie. Donc effectivement, dans Femme du Monde, il y avait cette célébration du XXe siècle qu'elle avait traversée de part en part, puisqu'elle avait l'âge du siècle, elle fêtait 100 ans en 2000. Et le livre était un peu fondé sur cet étrange et un peu horrible mot valise, Auschwitz et le Ritz, où elle avait effectivement retrouvé du repos. Donc il y avait cette sorte de Auschwitz qui emplissait à la fois la vie de Madame et qui bien sûr est une sorte comme ça de tension du XXe siècle. Depuis, j'ai écrit d'autres livres comme vous l'avez dit, sur le monde de la collection, sur un peintre que j'aime beaucoup, Roger Comestève. Et puis j'avais toujours cette image mentale dans la tête de Madame qui, pour sa dernière nuit sur Terre, dans sa petite chambre du Ritz, au premier étage, décide de se glisser dans son bain et d'y fondre, comme le savon, comme effectivement un cachet d'aspirine au fond du verre. Et au petit matin, elle avait disparu. Où était-elle passée? Je ne savais pas. Quel avait été son voyage? Je ne savais pas. Et il m'a fallu du temps pour que les choses se mettent en place. Il y a eu un événement narratif important, c'est que il y a quelques années, en lisant Le Monde, j'ai appris que le site de Auschwitz-Birkenau était totalement menacé parce qu'il est en train de se désagréger, il est en train de s'effondrer. Qui n'est plus entretenu. Il est quasiment plus entretenu. Très peu de pays financent la sauvegarde du site à part la Pologne. Que le lieu n'a pas été conçu pour durer une éternité. C'est vraiment un lieu de stockage pour quelques années. Et je me suis dit que Madame ne pouvait pas quitter ce monde, quitter ce siècle, sans y revenir une dernière fois. Voilà, et sans le conserver, ce qui avait été présent dans ce lieu, dans son ultime regard. Donc ça, c'était j'allais dire le mécanisme narratif du livre. Voilà. Et puis après, il y avait différentes choses, c'est-à-dire savoir que Simone Veil a amené ses petits-enfants à Auschwitz, lire les interviews, les entretiens de de Lévi-Strauss, avant sa disparition, très touché, très atteint par le fait de quitter une terre devenue uniforme, dans une sorte comme ça de suicide généralisé. Primo Levi aussi. Primo Levi, bien évidemment. Dont il est fait mention
dimension dans tout à fait, dont ce j'avais livre. pas lu les derniers textes, en particulier à Trèves, qui est vraiment le retour en Italie, que je n'avais pas lu à l'époque de la rédaction de Femmes du Monde. Donc cette madame-là, elle a changé un peu de constitution psychologique, c'est-à-dire qu'elle a quitté un peu Femmes du Monde, Peggy Guggenheim, la grande collectionneuse flamboyante, pour devenir quelqu'un qui a traversé le siècle, qui est effectivement un ancien dans des civilisations contemporaines qui n'ont plus aucun intérêt pour les anciens, enfin qui les méprisent. On voit très bien ce qu'on fait des personnes âgées, on les met dans une sorte de garage. Et le Ritz, pour le coup, pour elle aussi, c'est une sorte de garage. C'est une niche. Une petite chambre, c'est une niche. Dans un coin où on la laisse tranquille. Voilà, c'est un nid. Voilà. Je pense que dans certaines vies, on a besoin à un moment donné de trouver un endroit protecteur qui ressemble à un terrier. Alors là, c'est un roman, donc le terrier, c'est une chambre du Ritz. Mais dans l'esprit du personnage, c'est pas du tout, il y a rien de clinquant, il y a rien de bling bling. C'est quelqu'un qui a la fortune, parce que je voulais que ce soit quelqu'un qui puisse avoir traversé toutes les couches de la société, qui puisse avoir eu une influence concrète sur le monde de l'art. Donc madame est Kahnweiler, elle est Guggenheim. Voilà, avec l'occasion pour vous de revenir sur des thèmes qui traversent un peu les différents livres que vous avez écrits, et notamment la peinture. Tout y passe. On parle de Dali, on parle de Rothko, on parle de Pollock. Voilà, on parle de tout ce qu'on a appelé l'art moderne, dans l'art entre les années 20 et les années 60, grosso modo, dont vous parlez de Peggy Guggenheim, qui a un peu montré ces artistes-là. Mais c'est vrai que vous parlez de tous ces peintres-là avec un regard un peu, regard un peu sec et un peu tranchant sur la nouvelle génération. Je vous ferai lire tout à l'heure ce que vous dites sur Jeff Koons, qui est assez savoureux. Oui, de manière très humble. Moi, je viens du monde des lettres, du monde de la poésie, mais c'est vrai que mes études ont porté sur la poésie cubiste. Donc la peinture m'a toujours préoccupé et intéressé, a toujours été en lien avec mon amour de la poésie, de la littérature. Et de manière très humble, mes Femmes du Monde et Traverser la Seine sont une petite histoire de l'art moderne et de l'art contemporain du XXe siècle et du début du XXIe, avec ce mi-temps quand même qui est Auschwitz et qui est la destruction de la figure humaine, puisqu'à partir d'Auschwitz, on aura beaucoup de mal à représenter la figure humaine, et c'est l'abstraction effectivement qui va gouverner. Et puis avec un changement au XXIe siècle extrêmement important, c'est-à-dire que les gens qui défendent l'art ne sont plus des amateurs d'art, mais des marchands. Et effectivement, Kahnweiler ou Guggenheim ont été remplacés par Madoff. Ce que peu de gens savent, c'est que Madoff est le premier financeur de Koons et le premier financeur de l'art contemporain américain des années 2000. Voilà. Donc il y avait cette idée que il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui a eu lieu, il y a une histoire qui a eu lieu. Madame en est le squelette, elle en est vraiment la personne qui le porte. Et il fallait arriver jusqu'à ce monde du Disneyland. J'étais en Italie, pas tout seul d'ailleurs, je crois que vous y étiez aussi cet été. J'étais à Florence, bien sûr. À Florence, il y avait Koons l'année dernière, il y avait Yann Fabre cette année. Alors peut-être j'ai passé pour un réactionnaire, pour quelqu'un qui a le nez dans les bibliothèques, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fatuité dans cet art grandiloquent, très vite doré, très vite brillant, très vite dans une sorte de provoque un peu facile. Moi, je préfère les artistes plus solitaires, plus torturés, et avec plus un peu plus de fond. Voilà, et avec plus de personnalité. Voilà. La peinture qui est quelque chose de très important pour vous, à lire ce que vous écrivez. Oui, quelqu'un qui est très important, qui fait partie de ma vie. Alors dans les livres, bien évidemment, dans une part de mes études, dans une part de mes goûts, et puis comme vous le savez, également en tant que compagnon, puisque j'ai pris en charge, entre guillemets, la carrière d'un peintre qui s'appelle Roger Comestève, peintre catalan à qui j'ai consacré mon dernier ouvrage l'an passé, Journal d'un caméléon, qui a été brillamment suivi par une double exposition à Paris dans le Marais, par une rétrospective assez formidable à Perpignan. Et je ne désespère pas de trouver à Toulouse, en Midi-Pyrénées, un lieu qui permette de rendre justice à ce travail-là, qui est un travail gigantesque,
mais effectivement un peu dans les coulisses, un peu dans les couloirs de l'endroit où les choses se passent vraiment. À vous lire et à regarder un peu la façon que vous avez d'écrire, on est de plus en plus dans l'épure, et ce qui est quand même assez étonnant dans la façon dont vos livres sont publiés, c'est qu'il y a cette façon d'écrire, il y a aussi la forme du livre où on peut avoir des pages avec 3-4 lignes et c'est tout, pour marquer le vide, pour marquer la solitude. C'est vraiment quelque chose qui vous accompagne depuis le début de votre écriture. Oui, moi je suis un lecteur essentiellement de poésie, et essentiellement de la poésie en prose. Moi j'aime bien Pierre Reverdy, j'aime beaucoup Max Jacob, j'aime beaucoup les poèmes en prose de Baudelaire, d'autres, Gracq, même des gens modernes, des gens de chez Minuit, Pinget, même les textes courts de Beckett. Voilà, j'aime bien que la langue soit, j'aime bien que la phrase soit comme l'iceberg qu'on rencontre sur la mer, c'est-à-dire qu'à la fois on a une vision de l'iceberg, on a une vision de la phrase, on a une vision de l'endroit où elle porte le lecteur, et puis dessous il y a le blanc de la page qui oblige à tourner, qui oblige à prendre une durée, une distance par rapport à ce qu'on lit, et je crois que ça donne une force, une évocation supérieure au livre. Après, sur un livre comme Traverser la Seine, c'est presque pas choisi. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand madame se dit que pour faire son dernier voyage, donc pour traverser la Seine, pour dire un mot du titre, la Seine c'est le Styx, bien sûr, il lui faut un moyen de locomotion, qu'elle n'a pas meilleur moyen de locomotion que sa baignoire, que la baignoire va se transformer peu à peu en barque égyptienne, qui va lui permettre effectivement de quitter en catimini l'hôtel et de traverser ce fleuve. Voilà, à un moment donné, quand j'ai cette sorte d'obsession langagière dans la tête, à un moment donné, la phrase s'inscrit toute seule sur une page, quoi. Voilà, c'est vraiment pas de, c'est pas. Et il y en a pas besoin d'une deuxième. Non. Et puis j'aime bien la poésie, donc j'aime bien la chanson aussi, j'aime bien les choses qui évoquent. Je suis pas un écrivain monde, je suis pas un écrivain créateur d'univers faramineux, avec des cycles, des trilogies. Les gens le font très bien, c'est pas ma chose. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner vie à une image. Là, l'image, c'était ce soir, pour sa dernière nuit sur Terre, madame allait dormir dans sa baignoire. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Oui, et puis c'est quand même la fin d'une vie, et on retourne un peu sur ce qui s'est passé. C'est la fin d'une époque. Voilà, avec un passage savoureux à l'Élysée avec le président Sarkozy donnant une décoration à un neveu de madame, qui là aussi, c'est du vécu ça? Non, elle est vécue, elle est traversée par les journaux, elle est traversée par l'info, mais surtout ce qui m'avait beaucoup attristé et beaucoup surpris, moi je crois beaucoup à la symbolique. On est dans une époque très peu symbolique, on est dans une époque factuelle où c'est les faits, les événements qui commandent la pensée. Comment dire? Il y a toujours eu une histoire des gouvernants de ce pays, qu'ils soient rois, qu'ils soient princes, qu'ils soient présidents, peints par les plus grands peintres. Et tout le monde a oublié que durant le mandat de Sarkozy, qui m'a incité ce livre, c'est-à-dire que madame, à un moment donné, se retrouve comme dans une situation où la faillite des démocraties, la médiocrité, si ce n'est la corruption des élites, la destruction de la planète, des animaux, du climat, c'est le côté Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais quitter une terre qui est une sorte de pomme asséchée. Et dans cette chose essentielle, tout le monde a oublié que Sarkozy a quand même fait la première exposition de son père, Paul Sarkozy, dans un bâtiment qui est juste en face de l'Élysée, que le père est un peintre pompier, comme même le 19e siècle n'en a pas accouché, n'en a pas rêvé, et que parmi l'une de ces toiles, il y avait une toile où Sarkozy peint portait une boucle d'oreille en forme de Légion d'honneur. Et je me suis dit, là on a un marchand de casseroles qui est devenu président de la République par le jeu des mafias et des corruptions successives. Et la représentation qui en est faite, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de François Ier, peint par Clouet, de Louis XIV par Rigaud, mais il y a quand même une grandeur, une mesure. Alors moi je suis pas pour la grandeur, j'appartiens au peuple, la grandeur des puissants n'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais quand même ça c'est quelque chose qui guide les populations
population, qui guide des citoyens. Et là, effectivement, on est au leader price de la peinture. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il y a aussi une mainmise sur le pouvoir, une mainmise sur la culture, une mainmise sur la pensée des gens. Et que cette image-là, pour moi, elle représente vraiment la caricature de nos démocraties qui sont, on le voit, hein, de Juncker à Sarkozy, en passant par certains autres, Barroso, bien sûr, bon, qui sont vraiment des gens qui sont... des commis. Oui, voilà. mais plus de commis d'État, par contre. Non, pas d'État, des commis, des mafieux. Au niveau de l'écriture, vous nous disiez, il y a 5-6 ans que c'était un travail sur la phrase, tout le temps, recommencer. C'est des choses qui s'atténuent, ça, maintenant, ça arrive de manière plus limpide, où il y a toujours ce travail pour essayer de dégraisser un peu le livre et la syntaxe. Traverser la Seine, j'ai commencé en 2004, hein, donc publié en 2016. Voilà, donc, c'est du travail. Beaucoup de temps, voilà. Alors après, il y a eu d'autres choses, hein, il y a eu d'autres livres, bien évidemment, on a dit un mot tout à l'heure. Non, après, c'est chaque livre. Journal à Caméléon est venu assez vite. Il y avait Journal à Caméléon, donc c'est ma relation avec le peintre Roger Comestève. On partage beaucoup de choses, on se connaît bien. Voilà, j'étais très habité par le livre. Donc la chose s'est vraiment faite naturellement. Voilà, naturellement. Voilà, pour traverser la Seine, il y avait des choses importantes. Il fallait pas que ça soit une répétition stérile de Femmes du Monde. Le livre a eu un grand succès, il a beaucoup voyagé, les gens m'en parlent encore. Donc il fallait pas que ça soit une redite. Il fallait vraiment que le personnage ait retrouvé une singularité et que le livre est une force. Donc là, vous attendez l'événement narratif dont j'ai parlé tout à l'heure, la disparition potentielle des camps. Vous attendez l'image qui s'inscrit en vous disant tiens, vous regardez un hôtel en Italie et dans la chambre, la baignoire est en fait un vieux sarcophage du XIe siècle. Et vous dites bah oui, effectivement, entre la baignoire et le sarcophage, il y a très peu d'écart. Et entre le sarcophage et la barque égyptienne, encore moins. Voilà, donc il faut attendre que les images viennent. Et comme je suis un auteur d'images, un écrivain qui fonctionne par images successives et non par répétition de paragraphes descriptifs, il faut attendre que les images arrivent. C'est une sorte de puzzle. Donc quand le puzzle a été comble, le livre pouvait avoir sa version publique. Voilà. Il suffit de décrire ce que dit le puzzle. Tout à fait, voilà. Bon, je vais passer à ce que j'adore lorsqu'on fait de la radio, c'est faire lire les gens. Donc j'ai choisi, j'allais dire, un moment anecdotique du livre. C'est vrai que là, il ne va pas être question de ce qui fait quand même le gros de ce livre, c'est-à-dire la visite de Madame à Auschwitz, mais un peu ce qu'elle voit à Paris lorsqu'elle se rend à cette fameuse remise de Légion d'honneur à l'Élysée. Elle passe devant des galeries d'art et il y a des réflexions de Madame qui sont assez savoureuses. Je vous laisse le lire, Didier Goupil. Donc extrait de Traverser la Seine, le dernier roman de Didier Goupil. Dans la vitrine, sur le trottoir d'en face, un cochon flottait dans un aquarium d'un bleu intense et presque irréel. Dans un autre aquarium, plus grand, flottait un mouton. Dans un autre, encore plus grand, c'était un tigre. Un vrai tigre, qui baignait dans une eau plus bleue que la plus bleue des eaux. Elle traversa et s'approcha avec prudence de la galerie d'art. Les animaux étaient morts, plongés dans le formol, et coupés en deux par le travers afin qu'apparaissent leurs entrailles et leurs viscères. Dans la dernière vitrine, qui faisait angle, c'est un crâne qui trônait. Un vrai crâne, avec ses cavités oculaires et ses 2 rangées de dents. Mais un crâne incrusté de centaines, de milliers de diamants. 8601, comme le précisait le carton de présentation. Ce devait être à peu près, se dit-elle, le nombre d'espèces animales et végétales qui disparaissent chaque année de la surface de la Terre, sans que personne s'en émeuve vraiment. L'œuvre s'intitulait avec un cynisme revendiqué « For the Love of God » et était en réalité la réplique en platine du crâne d'un homme décédé au XVIIIe siècle. L'artiste, Damien Hirst, comme son compère Jeff Koons, appartenait au groupe des Material Boys in the Material World, longtemps soutenu par Bernard Banoff, l'ex-as de la finance, aujourd'hui condamné à 150 ans de prison pour escroquerie. Les Material Boys avaient réfléchi à la place de l'art dans un monde matériel, consumériste, et ils y avaient répondu en généralisant un mauvais goût clinquant, souvent morbide, et une esthétique de parc d'attractions dont raffolaient les grands collectionneurs, qui étaient légion dans le quartier, mais qui laissaient Madame totalement de marbre. Le macabre ne l'avait jamais vraiment passionné.
Voilà, donc extrait de ce Traverser la Seine aux éditions Du Serpent à Plumes. Voilà, du Serpent à Plumes, dernier roman de Didier Goupil, quand même en une page et demie, une sacrée charge contre un certain art contemporain. Je dis un certain art contemporain parce que l'art contemporain, c'est comme le jazz, il y en a de 100 000 sortes différentes, et dans les artistes actuels, il y a des choses très intéressantes, mais ce dont vous parlez là et ce dont Madame parle là, c'est vrai. C'est le marché de l'art d'aujourd'hui, c'est-à-dire un marché de l'art essentiellement basé sur la spéculation. Après, on pourrait, si on veut être juste, on pourrait faire valoir à Jeff Koons qu'il a réinventé les ateliers de la Renaissance, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il a recréé la manière dont l'art se créait au Quattrocento en particulier. Après, avec notamment la série, par exemple. Tout à fait, la série, le fait d'avoir des ateliers avec des gens qui travaillent pour lui, avec des commandes très précises, avec vraiment des savoir-faire très précis, des gens qui travaillent à la manufacture. Non, c'est le problème de la spéculation, c'est-à-dire que l'art est devenu... Alors, l'art a toujours été la propriété des riches et des gens qui ont de l'argent, bien évidemment, les mécènes. Mais on a pu croire au XXe siècle, comme il y a eu le livre de poche, qui est quand même le fait que la littérature puisse être dans la poche de tout le monde pour maintenant 5 € ou 6 €. On a pu croire au XXe siècle que l'art pouvait être partagé et vécu par l'ensemble des populations, des classes sociales. C'est d'ailleurs l'une des grandes révolutions portées par 68, et qui est souvent négligée d'ailleurs. Hein. On est souvent sur la révolution sexuelle, mais il y a aussi la prise en conscience que la littérature, que la pensée politique, que la peinture, que l'architecture nous appartient, et pas simplement à une élite. Et là, on est dans un milieu très spéculatif. Hein. Il suffit d'aller à Venise, à Florence, dans tous les lieux aujourd'hui qui sont presque, j'allais dire, à la course à l'échalote. C'est à qui donnera le contrat le plus faramineux, à Fabre ou à Koons, pour essayer de créer une nouvelle émergence. Mais c'est une émergence spéculative. Quand vous allez à Venise, le plus beau à Venise, c'est quand vous avez un petit canaletto de 20 cm sur 40 et avec une fenêtre qui donne sur la lagune. C'est ça le plus beau, voilà. Mais bon, chacun a son point de vue là. Il aura suffi que l'on décide un jour qu'on exonérait d'impôts tout propriétaire d'œuvres d'art pour créer un marché absolument monstrueux. Ma fille était aux abattoirs, j'ai une fille de 9 ans que tu connais, Alice, était aux abattoirs avant-hier. Elle m'a dit, papa, c'était extraordinaire. Elle est venue à Florence cet été avec nous à Sienne. Elle dit, c'est extraordinaire, papa. On aurait dit ma chambre pas rangée, parce qu'il y avait effectivement des pièces entières avec des éponges, des bouts de papier, tout ça. Je lui dis, ta chambre est une œuvre d'art, mais à la maison, nous n'aimons pas l'art. Mais va la ranger tout de suite. Voilà. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Simplement rappeler que vous êtes la semaine prochaine dans une nouvelle librairie. Alors, des nouvelles librairies, il n'y en a quand même pas beaucoup qui se montent. Juste à la sortie de Toulouse, à l'Union, Les Passantes. Voilà, une très belle librairie avec des libraires très motivés et qui ont, ce qui n'est pas le cas à chaque fois, qui ont un rapport avec les auteurs avenant, agréable, amical. Donc à partir de 19h vendredi prochain, juste après Caramel Mou, dans Les Passantes, c'est au centre de l'Union. On va le dire comme ça. Didier Goupil, traverser la Seine au Serpent à Plumes. Le prochain, c'est déjà le prochain est entamé, oui. Le prochain est entamé. Donc pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, j'espère. On va prendre rendez-vous juste après cette émission. Mais je viens même quand j'ai pas fait de livre. Parfait. Didier Goupil, merci à vous.
Initiative H Black Knight, je le rappelle, ce soir à 20h30 au théâtre des Mazades, avec notamment au piano, on vient de l'écouter dans une partie solo pendant ce morceau, Amorify, qui était un de nos invités du soir. Allez, on va finir sur une petite page concert avec les concerts du soir, et ce soir il y a de la chanson au bijou avec Danny Buckton Trio à partir de 21h30. Danny Buckton, un chanteur venant tout droit de la capitale, donc ce soir à 20h30 au bijou. Donc Initiative H au Mazade à 20h30, ça fait 3 fois que je vous le rappelle. Si vous aimez le jazz un peu free, un peu énervé, ce soir il y a le trio Toueri, Loustalo sur Neumagne, qui invite ce soir le percussionniste Laurent Paris, et tout ça se passe à l'impro à partir de 20h30. Jean-Pierre Lérac nous a signalé dans l'après-midi que l'actuelle installation vidéo visible au Théâtre Garonne dans le cadre du printemps de septembre est, je cite, j'ouvre les guillemets, absolument magnifique et fantastique, je ferme les guillemets. Donc Jean-Pierre Lérac vous engage à aller au Théâtre Garonne voir cette installation vidéo dont je le rappelle que l'on montre dans le cadre du printemps de septembre. Et puis on en parle depuis 15 jours, le Taquin a ouvert, le Taquin, rue des Amidonniers, le club de jazz toulousain, et ce soir le Taquin accueille The Soul Jazz Rebels, un quartet incluant quelques gloires du jazz toulousain, Christian Tonton Salut à la batterie, Cyril Amourette à la guitare, également Hervé Saint-Giron au clavier et Jean Vernier au sax, à l'occasion de la sortie de leur album Chitlin Circuit, donc à 21h au Taquin. C'est là-dessus que l'on va se dire au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles, bye. Caramel. Caramel. Il faut pas chercher bien loin. Il fait chaud, Campus FM, le soleil brûle. 94 MHz. J'ai ouvert les micros pour une paisible